3, 2, 1, action! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Clotilde Gagné-Doyon, je suis psychologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'image corporelle. Plus précisément, on va parler de comment favoriser le développement d'une image corporelle positive chez nos enfants de 0 à 12 ans. Donc, si vous êtes un professionnel qui travaille avec les enfants, un parent, un éducateur, cette vidéoconférence-là peut être pour vous. Donc, le plan de la présentation, ça va se faire en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous détailler un petit peu plus en quoi ça consiste l'image corporelle. On va également faire la distinction entre l'image corporelle positive et aussi l'image corporelle négative, comment la reconnaître aussi chez nos enfants. Puis ensuite, on va explorer brièvement comment l'image corporelle va se développer à travers l'enfance, donc de 0 à 12 ans, en passant par les premières années de la vie, l'âge préscolaire, puis l'âge scolaire. Et enfin, on va terminer avec la section qui nous intéresse le plus. Donc, c'est quoi les outils, les stratégies, la posture à adopter en tant qu'adulte pour favoriser le développement d'une image corporelle positive chez nos enfants? On va commencer avec ce que c'est que l'image corporelle. Donc, sommairement, si je pouvais résumer ça en une phrase, l'image corporelle, c'est la relation qu'une personne va entretenir avec son propre corps. Donc, plus précisément, il existe différentes dimensions à l'image corporelle. Donc, une dimension qui peut être un petit peu plus comportementale, qui va être en lien avec les comportements que la personne va adopter en lien avec son corps. Ça peut être des comportements de surveillance du corps, ça peut être des comportements d'évitement aussi, ou ça peut être des comportements orientés davantage vers les soins et la bienveillance envers le corps, dépendamment que l'image corporelle est plus positive ou négative. L'image corporelle, ça englobe aussi une composante perceptuelle. En gros, ce que ça veut dire, c'est que l'image corporelle, c'est quelque chose qui est subjectif, donc qui est vécu de manière différente pour chaque individu. Et une personne pourrait avoir une perception spécifique de son propre corps, mais la manière dont elle va être perçue par son entourage pourrait être complètement différente. Ensuite de ça, l'image corporelle a aussi une composante dite cognitive. Donc, ça regroupe beaucoup les pensées, les croyances qu'on va avoir en lien avec l'image corporelle. C'est dans cette composante-là qu'on voit l'importance qui peut être accordée par chaque individu en lien avec le corps. Donc, certaines personnes vont accorder une importance plus grande à leur corps dans leur vie de tous les jours, alors que pour d'autres, l'importance accordée à leur corps va être plus petite. Aussi, au niveau de l'image corporelle, il y a une composante qu'on dit cognitive. C'est dans cette composante-là qu'on va retrouver les pensées, les croyances qu'on va avoir en lien avec le corps. Souvent des croyances qui vont être développées en lien avec les idéaux sociétaux, les standards de beauté qu'on va avoir internalisés depuis notre enfance. C'est dans cette composante-là aussi qu'on voit l'importance que l'individu accorde à son image corporelle dans les sphères de sa vie. Donc, pour certaines, l'importance accordée au corps va être plus importante, va demander plus d'espace que pour d'autres personnes pour qui ça va être moins important. Ensuite, il y a une composante qui est attitudinale, qui est émotive aussi. Ça englobe, en fait, les émotions, les sentiments qu'on va ressentir en lien avec notre corps. Pour certains, ça va être des sentiments, des émotions agréables qui vont être ressentis, comme la joie, la fierté, la satisfaction. Alors que pour d'autres, on va rentrer dans des émotions qui sont un peu plus désagréables, comme la colère, la honte. Certaines personnes vont ressentir de la honte par rapport à leur corps, de la tristesse, du dégoût même. Donc, c'est les grandes dimensions de l'image corporelle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut avoir une image corporelle négative et ou positive. Donc, j'axe vraiment le fait que ça peut être les deux à la fois. Si on s'intéresse un petit peu plus à l'image corporelle négative, plus concrètement, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui a une image corporelle négative va avoir tendance à avoir des préoccupations excessives par rapport à son image corporelle. Un peu comme je l'ai nommé tantôt dans la composante des pensées, la personne va investir beaucoup de temps, beaucoup de ses pensées dans son image corporelle, va être particulièrement préoccupée et ça va occuper une grande place dans sa vie, dans ses pensées, au détriment de d'autres sphères de sa vie qui peuvent être importantes. Chez les personnes qui ont une image corporelle plus négative, on a tendance à observer chez eux une estime de soi qui est fortement influencée par leur corps aussi. Donc, ce qu'on souhaite idéalement, c'est qu'une personne qui a une bonne estime de soi va être capable de baser son estime de soi sur plusieurs sphères, que ce soit les forces, les accomplissements, le travail, les relations interpersonnelles. Et un peu l'image corporelle, mais les personnes qui ont une image corporelle négative vont tendance à accorder une plus grande importance à leur image corporelle dans la construction de leurs valeurs personnelles. Ensuite de ça,
on peut avoir tendance à observer chez eux des comportements de surveillance par rapport au corps. Donc, c'est des personnes qui peuvent passer beaucoup de temps à s'observer dans le miroir, à focusser sur des parties de leur corps pour lesquelles ils sont insatisfaits. C'est des personnes aussi chez qui on peut voir d'autres types de comportements. Par exemple, des comportements d'évitement. Éviter d'aller à des événements sociaux. Éviter d'aller à la plage parce qu'on a peur d'exposer notre corps et que les autres nous jugent. Il peut y avoir aussi des comportements de contrôle qu'on va voir adoptés chez les personnes qui ont une image corporelle négative. On peut penser notamment au contrôle de l'alimentation, donc les régimes alimentaires ou le fait de s'entraîner de manière excessive, d'une manière qui ne correspond pas à nos besoins corporels. Donc ça, c'est des éléments, des comportements qu'on peut observer chez les personnes qui ont une image corporelle négative. Ensuite de ça, il y a la présence d'une ou des insatisfactions en lien avec plusieurs parties ou notre corps en entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de notre image corporelle, plus notre image corporelle s'éloigne de notre idéal corporel, bien, plus on a de chances d'avoir d'insatisfaction corporelle. C'est ce qui résume en gros à quoi ressemble l'image corporelle négative, sommairement. Mais si on va plus précisément, si on s'intéresse à comment elle se manifeste chez les enfants, ça va être l'objet de la prochaine diapositive. Et ce qu'il faut savoir au niveau de cette diapositive-là, je vais me référer d'ailleurs à mes notes parce que je vais être sûre de ne pas oublier d'énumérer des éléments importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents indices-là, ça peut suggérer la présence d'une image corporelle négative, mais ça peut parler de d'autres problématiques aussi qui sont là. Donc, il ne faut pas voir ça comme étant un diagnostic. Un enfant peut avoir plusieurs de ces caractéristiques-là que je vais nommer et pas nécessairement avoir des enjeux d'image corporelle, comme un enfant pourrait avoir un seul élément dans cette liste-là et avoir des enjeux d'image corporelle. Donc, dans tous les cas, je vous invite à exercer votre jugement par rapport à ça. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut reconnaître une image corporelle négative chez les enfants? Bien, si vous remarquez que l'enfant que vous côtoyez dénigre son apparence ou certaines parties de son apparence, ça peut être un signe d'insatisfaction corporelle. Vous remarquez que l'enfant ressent des émotions négatives par rapport à son corps, qui va exprimer de la honte ou de l'injustice par rapport à une certaine partie de son corps qui est comme ça, contrairement à son ami qui n'a pas cette partie-là. Si vous remarquez que votre enfant se regarde souvent dans le miroir ou qu'il se pèse beaucoup, ça peut être des signes aussi d'une image corporelle qui est plus négative chez l'enfant. Ensuite de ça, si vous entendez votre enfant se comparer négativement aux autres enfants, un peu comme je l'ai nommé tantôt, un enfant se plaint qu'il n'est pas capable de faire ça, puis qu'un autre est capable de faire telle activité avec son corps, ou un enfant déplore le fait qu'il soit plus petit que son camarade de classe et que ces commentaires-là de comparaison, ils sont récurrents, vous les entendez souvent chez l'enfant. Ça peut être un signe aussi d'une image corporelle qui est plus négative. Si vous observez aussi que votre enfant a tendance à douter de son corps et qu'il évite de s'investir dans certaines activités physiques parce qu'il perçoit qu'il ne serait pas capable avec son corps de le réaliser, ça peut être un signe d'insatisfaction corporelle aussi. Donc, souvent, on va le voir auprès d'enfants qui vont éviter, par exemple, de participer à des cours d'éducation physique, qui vont éviter d'aller à la piscine, par exemple. Donc, tout ça, ça peut être des indicateurs de. On peut observer une certaine augmentation de l'activité physique, des sports chez les enfants. Ça peut être positif dans la mesure où ça reste pour le plaisir, mais quand vous observez qu'il y a une certaine pression, un sentiment d'obligation qui s'installe dans la réalisation de ces activités physiques-là, ça peut nous mettre la puce à l'oreille, puis on a des questions à se poser. Au niveau vestimentaire, vous remarquez que l'habillement de l'enfant a changé ou la tenue de l'enfant ne correspond pas à ce qui serait attendu de porter dans un certain contexte. Par exemple, si votre enfant porte un chandail à manches longues très épais, mais il fait 30 dehors, il y a des bonnes chances que ça puisse cacher des enjeux d'insatisfaction corporelle puis un désir de cacher certaines parties de son corps. Au niveau alimentaire, on va beaucoup l'observer, l'insatisfaction corporelle chez des enfants qui vont avoir des très grandes connaissances sur les aliments. Ils vont être capables de vous dire l'apport calorique de plusieurs aliments en particulier. L'enfant va qualifier les aliments de bons, mauvais, d'amaigrissants ou d'aliments qui font engraisser, par exemple.
C'est un enfant qui va aussi peut-être développer certaines rigidités au niveau de l'alimentation en lien avec ça. Donc, tout ça, ça peut être des indices que l'enfant peut avoir une image corporelle plus négative et qu'il essaye d'adopter des comportements de contrôle, justement, pour tenter de la modifier. Si l'enfant évite les repas, ça peut être un signe aussi. Sinon, d'autres éléments qu'on peut observer, ça peut être une humeur un petit peu plus irritable ou encore de l'isolement. C'est sûr que ces deux éléments-là peuvent être aussi attribuables à d'autres enjeux, mais c'est des choses également qu'on observe chez les enfants qui peuvent avoir des enjeux d'image corporelle. Donc là, je vous ai énuméré différents indices qu'on peut observer chez les enfants qui peuvent nous amener à avoir des doutes par rapport à leur relation avec leur corps. Je suis consciente qu'il y en a beaucoup. Si jamais vous voulez y revenir, sachez qu'il existe un guide de référence sur l'image corporelle des enfants de 0-12 ans qui est disponible présentement sur le site d'Arimage. Vous allez pouvoir vous référer à ce guide-là pour revenir à ces éléments-là. Je propose qu'on embarque avec quelque chose d'un petit peu plus positif, d'un petit peu plus agréable. Donc, on va parler d'image corporelle positive. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bien, un peu comme l'image corporelle négative, ça englobe différentes composantes. Donc, les éléments que vous voyez présentement sur la diapositive, généralement, c'est des choses qu'on va observer chez les personnes qui ont une image corporelle positive, ou du moins plus positive. Parce qu'on peut avoir une image corporelle négative et positive à la fois, mais je vais y revenir plus tard. Donc, la première composante, c'est l'appréciation corporelle. Mais qu'est-ce que c'est que l'appréciation corporelle? C'est la capacité à apprécier son corps pour ce qu'il permet de faire plutôt que pour ce qu'il laisse paraître. Donc, une personne qui possède une bonne appréciation corporelle va être en mesure de prendre conscience de tout ce que son corps lui permet de réaliser dans son quotidien et même à ressentir de la reconnaissance aussi. Et ça va de toutes les choses qu'on est capable de réaliser de manière volontaire, comme marcher, se rendre d'un endroit à l'autre, chanter, apprendre des nouvelles choses. Mais le corps aussi fonctionne de manière qui est plus automatique, où on n'a pas besoin de travailler. Par exemple, quand on dort, notre cœur n'arrête pas de battre. Notre corps fait en sorte que notre cœur bat pour nous permettre de respirer et de rester en vie. Et ça, bien, on n'a pas besoin de travailler. C'est notre corps qui, de lui-même, fait ce travail-là. Bien, une personne qui a une bonne appréciation corporelle est plus consciente de tout ce que son corps lui permet de faire d'une manière qui est volontaire ou même involontaire. Prochaine composante, c'est l'acceptation et l'amour corporel. C'est la capacité à éprouver de l'amour envers son corps et du confort, se sentir confortable à l'intérieur de son corps, et ce, malgré la présence d'insatisfaction corporelle. Donc, c'est possible d'avoir des insatisfactions corporelles sans que ça nous empêche d'avoir une image corporelle qui est positive. L'important, c'est de l'aimer suffisamment pour pouvoir le traiter avec respect et lui offrir ce dont il a besoin. La prochaine dimension, ça fait référence à la conception générale de la beauté. Grosso modo, une personne qui a une image corporelle positive est plus en mesure de considérer que la beauté réside dans la diversité, au final, dans la diversité des corps, mais aussi que la beauté réside dans nos attributs personnels, dans nos caractéristiques personnelles. Donc, la beauté tient compte de nos qualités, de nos forces, de ce qui fait la personne qu'on est, en fait, dans sa globalité et non pas juste dans son aspect physique. Ensuite de ça, l'investissement adaptatif quant à l'apparence. Donc, ça, c'est la composante un petit peu plus comportementale de l'image corporelle positive. Donc, ça va être la capacité à s'offrir des soins, à avoir des comportements qui sont orientés vers le soin de notre corps. Et ça, bien, ça peut impliquer le fait de prendre soin de notre corps, de vouloir le laver, d'opter pour certains vêtements, la coiffure, puis même se maquiller, ça peut rentrer là-dedans. Puis je vais faire la nuance parce que pour certaines personnes, on va vouloir se maquiller pour cacher des insatisfactions dans notre visage, mais dans le cas de l'investissement adaptatif quant à l'apparence, c'est différent parce que les soins qu'on a envers notre corps, c'est vraiment dans le but d'être confortable, de mettre en lumière notre personnalité puis de rehausser les caractéristiques naturelles du corps de la personne. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un investissement qui est adaptatif dans les soins. Ensuite de ça, prochaine dimension, la positivité intérieure. Ça se rattache beaucoup à la composante émotive de l'image corporelle positive. Donc, c'est que les gens qui ont une image corporelle plus positive vont avoir tendance à expérimenter des émotions qui sont plus agréables. Par exemple, la joie, la satisfaction, la sécurité.
Et ça, bien, ces émotions-là, ça va se traduire dans la posture de la personne. Des personnes qui vont avoir un peu plus confiance en eux, peut-être qu'ils vont se sentir plus à l'aise de sourire, ça va se traduire aussi dans la posture de la personne. Et ensuite de ça, le filtre cognitif. Ça, c'est la composante un peu plus cognitive, justement, comme le nom le dit, de l'image corporelle. Donc, une personne qui a une image corporelle positive va avoir une plus grande facilité à filtrer les informations qui sont compatibles avec une image corporelle positive, des informations qui sont incompatibles avec une image corporelle positive. Donc, c'est des personnes qui vont avoir un plus grand jugement critique par rapport aux idéaux de minceur ou aux standards de beauté, en fait, qui sont véhiculés dans la société. Donc, en gros, voici ce qu'englobe l'image corporelle positive. Vous allez voir un peu plus tard, quand on va parler des différentes stratégies pour favoriser le développement d'une image corporelle positive chez les enfants, c'est des stratégies qui vont servir à venir alimenter certaines de ces composantes-là qu'on vient d'aborder ensemble. On a vu jusqu'à maintenant qu'il y a l'image corporelle négative, il y a également l'image corporelle positive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas sur un même continuum. Donc, avoir une image corporelle négative élevée n'implique pas nécessairement qu'on a une image corporelle positive très basse. Donc, on a un continuum d'image corporelle négative où l'image corporelle négative peut aller de très basse à très élevée. Mais on a aussi un continuum d'image corporelle positive où l'image corporelle positive va de très basse à très élevée aussi. Donc, comme je l'ai nommé tantôt, c'est possible d'avoir des insatisfactions corporelles, mais d'avoir une image corporelle positive aussi, malgré tout. Il suffit de l'aimer suffisamment, comme je l'ai dit tantôt, pour en prendre soin. Donc, maintenant qu'on a parlé de ce que c'est que l'image corporelle, qu'on sait c'est quoi, on va aller explorer dans les prochaines diapositives sommairement comment ça se développe à travers les premières années de la vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'image corporelle va se développer un petit peu plus tard dans le développement, mais la relation que l'enfant entretient avec son corps va quand même débuter dès la naissance, dès les premiers jours de la vie. Parce que dans le fond, quand l'enfant naît, il apprend à découvrir son corps à travers ses sensations internes, mais aussi à travers les interactions avec l'environnement. Quand le bébé est tout petit, il ne fait pas vraiment la différence entre son corps et son environnement. Ce qui se passe dans son corps, c'est l'environnement, et ce qui se passe dans l'environnement, ça se passe aussi dans son corps. Mais petit à petit, l'enfant il va acquérir de plus grandes capacités physiques, une plus grande autonomie aussi. Et il va réaliser que, avec son corps, il est capable de provoquer des choses dans son environnement. Par exemple, il va réaliser qu'en poussant le bloc au bord de la table, le bloc va tomber. Donc, en le faisant à plusieurs reprises, il va comprendre que c'est lui qui réalise ça, c'est lui qui est capable de faire ça avec son corps. L'enfant va finir, à mesure que ça se répète, que quand il rit, quand il babille, son parent il interagit avec lui. Donc, il va comprendre que par ses réactions aussi faciales, il va avoir un impact sur ses autres interactions. Donc, petit à petit, l'enfant découvre tranquillement ce que son corps lui permet de réaliser dans son quotidien, qu'il a du pouvoir, en fait, avec son corps. Et il va apprendre progressivement à se différencier de son environnement. Donc, il va découvrir que lui, c'est un être à part entière qui gravite dans un environnement, mais qu'il n'est pas son environnement. Donc, à partir du moment où l'enfant découvre qu'il est un petit être à part entière, il va partir à la recherche de ses caractéristiques personnelles, de ce qui différencie lui. Et souvent, chez les enfants, la première caractéristique qu'ils vont identifier, qui les différencie, c'est le genre. Moi, je suis un garçon. Moi, je suis une fille. Et cette construction de son concept de soi va se complexifier, va continuer à se développer à travers les commentaires, les rétroactions que ses parents vont lui faire. Donc, dès les premières années de la vie, les commentaires que vous allez offrir à votre enfant vont avoir un impact sur la construction de son image corporelle, mais de son identité au complet. C'est pour ça que c'est important d'opter pour des commentaires qui sont positifs et diversifiés aussi, pour favoriser tout ce développement-là chez l'enfant. C'est autour de 2 ans environ que les premières émotions auto-évaluatives vont apparaître aussi chez l'enfant, puis qu'il va réaliser qu'il peut faire l'objet de l'évaluation des autres. Donc, il va avoir, puis
ça commence à émerger. Donc, on parle plus d'une émergence et non ça va continuer à se développer plus tard, mais il reste qu'autour de 2 ans, l'enfant prend conscience qu'il peut être évalué par les parents, faire l'objet du regard d'autrui. Ce qu'on dit, en fait, c'est que c'est vers 2 ans, à partir du moment où l'enfant parvient à se reconnaître dans le miroir, que ça va marquer le début du développement de l'image corporelle, parce que l'enfant va être capable de se voir, de voir à quoi il ressemble, de se reconnaître dans le miroir. Donc, cette image corporelle-là, qui émerge à l'âge de 2 ans, va se complexifier dans les années à venir sous l'influence de différents facteurs, notamment la socialisation, les relations interpersonnelles qui sont significatives, la culture aussi, puis qui vont interagir avec les traits personnels de l'enfant, les caractéristiques physiques, mais aussi les caractéristiques psychologiques. Par exemple, il y a des enfants qui vont être plus sensibles à l'évaluation d'autrui. Il y a des enfants qui, dans leur tempérament, vont être plus conformistes aussi. Donc, ces éléments-là de personnalité et certains attributs physiques vont interagir aussi avec les facteurs environnementaux pour construire l'image corporelle de l'enfant. Si on se transpose un petit peu plus tard dans le développement, autour de 3-5 ans, les études qui se sont intéressées à l'image corporelle des enfants à cet âge-là, ils ont noté que l'image corporelle n'était pas stable chez les enfants là, de 3 à 5 ans, puis ça pouvait être beaucoup attribuable à une difficulté à s'évaluer, justement, donc une fluctuation dans l'évaluation que les enfants font d'eux-mêmes. Un matin, ils pourraient être très fiers dans leur corps parce qu'ils ont réussi à gagner une course à la garderie, mais en fin de soirée, ils ne pourraient pas aimer leur corps parce qu'ils ne sont pas capables de faire le backflip que leur frère de 8 ans est capable de faire. Donc, il y a beaucoup de fluctuations dans l'image corporelle qui fait que c'est dur de qualifier l'image corporelle des enfants à cet âge-là. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a des études qui ont démontré qu'à partir de 3 ans, chez les jeunes filles, ils commençaient à avoir une préférence chez les silhouettes d'enfants plus minces. Il commençait aussi, le désir d'être plus mince émergerait aussi à partir de l'âge de 3 ans. Et dès 3 ans, bien, les jeunes filles y attribueraient déjà des qualificatifs qui sont négatifs aux personnes qui sont plus grosses. Donc, ça commence très tôt et on n'est pas avec ces perceptions-là. Donc, il y a tout l'effet de la socialisation, de la culture, aussi des commentaires des personnes significatives que l'enfant côtoie qui peuvent avoir de l'impact puis amener à un développement de ces croyances-là aussitôt dans le développement. Maintenant, si on se transporte un petit peu plus tard dans le développement, dans l'âge scolaire, à partir de 6 ans, c'est là que les enfants ils vont rentrer à l'école. C'est là qu'ils vont être de plus en plus confrontés à différentes taquineries, notamment en lien avec le poids ou avec d'autres éléments aussi de leur apparence. Mais ce qu'on sait, c'est que l'intimidation envers le poids, le poids, en fait, est l'une des principales sources d'intimidation dans les écoles au Québec. L'enfant va côtoyer aussi de plus en plus d'enfants, de plus en plus de personnes, donc il va avoir plus d'occasions de se comparer socialement aux autres aussi, ce qui peut alimenter des insatisfactions corporelles et une image corporelle négative. C'est à cette période-là aussi que l'enfant va internaliser de plus en plus les standards qui sont véhiculés, de beauté qui sont véhiculés par la société. Ce qui fait en sorte que 6 ans, ça serait l'âge le plus probable d'apparition des insatisfactions corporelles. Et ce qu'on observe au niveau des études, c'est que l'image corporelle négative, ces insatisfactions-là, bien, ils vont augmenter à mesure que l'enfant va avancer en âge. Par exemple, il y a une étude qui a démontré que 45% des enfants de 9 ans avaient une insatisfaction corporelle et on passe à plus de 50% pour les enfants qui sont d'âge, qui sont à la préadolescence. Voici de manière très résumée comment l'image corporelle peut se développer jusqu'à l'âge de 12 ans. Pour les biens de la présentation, on s'en tient vraiment à l'option 0-12 ans, mais également là, au niveau de les insatisfactions corporelles, ça nous suit un peu toute la vie. À l'adolescence, il y a beaucoup de transformations aussi sur le corps qui peut amener des insatisfactions, mais on va quand même s'en tenir juste pour la section 0-12 ans pour les biens de cette présentation-là. Là, on en vient avec le gros bout. On va se plonger dans la prochaine section qui concerne toutes les stratégies, les outils, les attitudes à adopter pour favoriser le développement de l'image corporelle positive chez les enfants et à quel moment aussi du développement on peut les appliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prochaine section regroupe beaucoup d'outils
Je vais en énumérer beaucoup qui sont tous disponibles dans le guide d'image corporelle des enfants présent sur le site d'Arrimage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas à appliquer absolument toutes ces techniques-là pour favoriser le développement d'une image corporelle positive chez vos enfants. Peut-être même que vous vous épuiseriez à vouloir toutes les appliquer. Vous pouvez simplement choisir celles qui font le plus de sens pour vous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ensemble de ces outils-là, ça ne va jamais remplacer l'avis d'un professionnel ou des services un peu plus spécialisés pour vos enfants. Donc, en cas de besoin, mais vous pouvez vous référer, il y a différents ordres professionnels, l'ordre professionnel des psychologues, des psychoéducateurs, des nutritionnistes aussi, si jamais vous avez besoin d'aller chercher une aide un peu plus spécialisée pour votre enfant. C'est possible aussi de vous référer aux intervenants de l'école de votre enfant ou encore de solliciter les services sociaux via votre médecin de famille ou en appelant là, à Info Sociale. Donc, c'est toutes des alternatives pour aller chercher des services un petit peu plus spécialisés. Sinon, avant qu'on rentre dans cette section-là, c'est des outils qui sont pensés pour les appliquer aux enfants, mais plusieurs de ces outils-là peuvent s'appliquer aussi, peuvent être adaptés aux adolescents, puis même aux adultes. Puis, autrement dit, si vous êtes propriétaire d'un corps, ben les outils, ben ils pourraient vous être bénéfiques aussi. Dernière chose que j'allais oublier qui est extrêmement importante, ça se peut que la prochaine section puisse être confrontante pour certaines personnes. Peut-être que ça peut amener à être confronté au fait qu'il y a certaines choses comme adulte que vous avez fait qui auraient pu rendre plus difficile le développement d'une image corporelle positive. Ça se peut que vous preniez conscience de choses que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas fait avec l'enfant, votre enfant ou l'enfant que vous côtoyez. Fait que je vous invite vraiment à faire preuve de bienveillance envers vous-même quand vous allez écouter la prochaine section et de vous dire que le simple fait de visionner cette vidéo-là, ça prouve que vous voulez amener des changements qui sont positifs, qui sont significatifs dans la vie de votre enfant. Et que peut-être que vous aussi, vous avez grandi dans ce contexte-là de sociétaux avec des idéaux corporels internalisés. Donc, je vous invite vraiment à faire preuve d'indulgence envers vous. Si on rentre dans la section qui nous intéresse, comment favoriser une image corporelle positive chez les enfants ou chez tous les propriétaires de corps? J'ai tenté de regrouper les différentes stratégies en grandes catégories. Et la première catégorie de stratégies, ça vise à favoriser la diversité corporelle, mais aussi à développer une pensée critique par rapport aux idéaux de beauté qui sont véhiculés dans la société. Et là, si vous regardez bien le PowerPoint, il y a des chiens, il y a des chats, mais qu'est-ce que ça fait des chiens puis des chats dans une présentation sur l'image corporelle? En fait, c'est que les enfants apprennent beaucoup par les images, par les métaphores, par les techniques d'impact aussi, s'il y a des intervenants qui aiment utiliser les techniques d'impact. Et c'est un bel outil pour sensibiliser les enfants à la beauté de la diversité corporelle. Et au niveau des chats et des chiens, c'est qu'il n'y a pas un chat, il n'y a pas un chien qui est pareil. Il y en a des plus petits, des plus grands, des plus gros, des plus minces, des plus poilus. Il y en a de plein de couleurs aussi. Mais il reste que, on aime, pour la plupart, on aime donc ça, les chiens puis les chats, puis on les trouve beaux comme ils sont. Si jamais votre enfant n'aime pas les chiens ou les chats, mais il aime les dinosaures, vous pouvez utiliser des animaux, des choses qui intéressent l'enfant aussi pour aller le rechercher un peu plus. Donc, c'est exactement la même chose pour les êtres humains. Il n'y a pas un être humain pareil. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on est tous différents, on est tous uniques. Et c'est ça, la beauté de la chose. On peut être grand, petit, plus mince, plus gros. On peut avoir une musculature, une morphologie qui est différente. Mais il reste que la beauté réside dans la diversité. Et c'est possible de transmettre ces messages-là aux enfants, notamment par l'utilisation d'images, de métaphores comme ça. Autrement dit, tous les corps sont magnifiques. Le chien aussi, aime-toi comme chat. Puis, au-delà des images avec les animaux, ce qu'on veut aussi, c'est exposer l'enfant à des vrais modèles humains, des vrais modèles corporels qui illustrent la diversité corporelle. Par exemple, exposer l'enfant à des personnes significatives de son entourage ou des personnes qui l'admirent, puis dont le corps ne correspond pas nécessairement aux standards qui sont véhiculés dans la société, mais que malgré ça, ces personnes-là, ils s'aiment puis ils s'assument comme ça.
Donc, d'exposer les enfants à ce type de personnes-là, on veut que l'enfant soit exposé à la diversité corporelle, donc au fait que la beauté réside dans plusieurs morphologies, dans la diversité. Ce qu'on veut en contrepartie aussi, c'est de moduler le temps passé devant les modèles corporels qui sont irréalistes. Et les modèles corporels irréalistes, on ne les retrouve pas dans les revues seulement, on les retrouve partout, partout, partout. Et il suffit d'observer les émissions ou les films que les enfants vont écouter, vont être exposés. C'est pas rare que les personnages qui ont une plus grande morphologie soient considérés comme des vilains ou comme des personnages loufoques. Comme c'est pas rare que, par exemple, les figurines de super-héros ou même les costumes d'Halloween de super-héros, on va beaucoup mettre en valorisation les muscles au niveau morphologique. Qui peuvent sembler, en fait, qui sont irréalistes. C'est difficile d'atteindre un corps comme ça. Et le but, c'est pas de priver les enfants de ces jouets, c'est pas de priver les enfants d'écouter ces émissions-là, mais c'est de les sensibiliser au fait que c'est pas parce que tel personnage de cette morphologie-là que c'est la réalité, nécessairement. Donc, comment vous pouvez faire pour accompagner l'enfant dans le développement de sa pensée critique? Voici différentes questions que vous pourriez lui poser pour l'accompagner là-dedans. Par exemple, bien toi, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a un corps pareil à ce personnage-là? D'après toi, qu'est-ce que doit faire une personne pour avoir ce corps-là? Est-ce que tu penses qu'il lui reste beaucoup de temps pour jouer? Puis les personnes que tu aimes le plus, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir ce corps-là pour que tu les aimes? Donc, c'est toutes des questions que vous pouvez poser à l'enfant, que vous pouvez réfléchir avec lui pour l'accompagner dans le développement de sa pensée critique par rapport aux idéaux là, corporels. La prochaine catégorie d'outils vise à ce que l'enfant puisse se sentir bien dans son corps et à l'apprécier pour ce qu'il lui permet de réaliser, de faire dans son quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès la naissance, c'est multiplier les simulations sensorielles de votre tout petit, que ce soit en le berçant, en le caressant ou même en lui chantant des comptines. Donc, petit à petit, l'enfant, bien, il finit par apprendre que bien, son corps, ça peut être le lieu de sensations agréables et confortables. Donc, dès le début, on peut favoriser cette relation-là positive et agréable avec le tout petit. Si votre enfant est un petit peu plus âgé, autour de 8 ans, ça pourrait être de proposer un exercice de pleine conscience du corps. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? En gros, la pleine conscience, c'est la capacité à être conscient de ce qui se passe dans le moment présent, sans chercher à le juger, à lui offrir des qualificatifs négatifs, même positifs. Bref, on ne juge pas. On observe ce qui se passe dans le moment présent. Et la pleine conscience du corps, c'est d'amener l'enfant à prendre conscience des différentes parties de son corps dans le moment présent. Et ce qui est intéressant avec la pleine conscience, justement, étant donné qu'on n'est pas dans le jugement, c'est qu'on apprend à l'enfant à accueillir ce qu'il est, à se distancier de l'autocritique, puis à développer un discours qui est plus juste, qui est plus nuancé en lien avec son corps. Et si jamais vous êtes intéressé à expérimenter la pleine conscience avec vos enfants, sachez que dans le guide qui est disponible sur le site Internet d'Arrimage, il existe une activité qui s'appelle l'ascenseur. Donc, c'est un scan corporel où on va explorer différentes sensations, différentes parties du corps, de la tête, en fait, des pieds jusqu'à la tête, où l'enfant va prendre conscience de ses sensations et il va même avoir une portion de reconnaissance, d'appréciation corporelle là, pour ce que ces différentes parties-là du corps permettent de réaliser dans le quotidien. Donc, c'est un exercice qui est disponible dans le guide sur le site Internet. Ensuite de ça, mettre l'accent sur ce que les enfants sont capables de faire d'un point de vue physique. Donc, les refléter, c'est « Wow, je vois que tu as attrapé le ballon » ou refléter « Ah, ben tu es capable de courir, ah, tu es capable de chanter ». Donc, on met l'accent sur ce que les enfants sont capables de faire pour augmenter leur sentiment de compétence dans leur corps et de moins mettre l'accent sur ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le développement de l'enfant, chaque enfant est différent dans son développement. Donc, s'il n'est pas capable de faire quelque chose présentement, bien, probablement qu'il va être capable de le faire plus tard. Donc, c'est vraiment de focusser sur ce qu'il est capable de faire ici et maintenant. Au niveau des vêtements, on encourage l'enfant à porter des vêtements qui sont confortables.
qui ne tiennent pas compte de la taille. Donc, on ne tient pas compte du chiffre ou de la lettre qui est écrite sur l'étiquette. Ce qu'on veut, là, c'est que les enfants portent des vêtements qui sont confortables et qui permettent une bonne liberté de mouvement dans laquelle ils ne vont pas se sentir contraints. On veut que les vêtements permettent aux enfants de développer leur capacité corporelle. Évidemment, éviter de commenter les vêtements que l'enfant porte. Chaque goût est différent, chaque goût est personnel. Encourager les enfants à faire du sport pour le plaisir que ça procure et non pour le sentiment de performance et de compétition. Si vous faites du sport avec votre enfant, c'est encore mieux parce que ça ajoute une touche de plaisir, puis ça ajoute un aspect relationnel aussi. Ça fait un moment riche partagé avec votre enfant qui va rendre la pratique du sport un peu plus agréable. Parce qu'à l'enfance, on veut vraiment que l'activité physique demeure plaisante et que ça vise le développement des habiletés physiques sans tomber dans la compétition et dans la pression. Si on poursuit avec la prochaine catégorie d'outils, cette section-là, ça regroupe tous les outils qui visent à s'accepter et à s'aimer au-delà de l'apparence physique. Donc, plus tôt dans la présentation, je vous parlais qu'une personne qui a une image corporelle plus négative va avoir tendance à avoir une estime de soi qui va dépendre majoritairement de son image corporelle. C'est correct que l'enfant ait une partie de son estime de lui qui soit influencée par son image corporelle, mais on ne veut pas que tout son sentiment de valeur personnelle dépende de cette image corporelle-là. C'est pour ça qu'en tant qu'adulte, c'est important d'accompagner l'enfant pour qu'il puisse apprendre à se valoriser dans d'autres sphères, dans différentes sphères de sa vie. Ça pourrait être d'amener l'enfant à découvrir de nouvelles choses, de mettre en lumière les talents, les qualités, les accomplissements de l'enfant. Ça peut être aussi de mettre en lumière ses valeurs ou de faire en sorte que l'estime de soi, ça peut être aussi en lien avec les capacités relationnelles de l'enfant. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant soit en mesure de sentir qu'il a une valeur personnelle à partir de plusieurs sphères et non seulement sur l'image corporelle. Donc, une technique qui pourrait être intéressante, ça serait justement de décrire certaines de ses forces, de ses attributs chez l'enfant, de les écrire sur un post-it puis de les coller sur un miroir que l'enfant va voir de manière régulière dans la journée. Comme ça, si l'enfant a des préoccupations et se sent insatisfait quand il se voit dans le miroir, au moins à côté, il va avoir un post-it aussi qui va lui rappeler tous les aspects qui font de lui qu'il est une bonne personne au-delà de l'apparence physique. Aussi, une autre chose qui pourrait être intéressante, c'est d'apprendre à l'enfant à développer une posture qui est plus compatissante envers lui-même. Donc, à développer l'autocompassion. Et comment on développe ça? C'est notamment, quand je vous parlais de la pleine conscience, tantôt, quand on prend conscience de nos différentes parties du corps sans chercher à les juger, ça nous permet d'avoir un discours qui est plus juste, qui est plus nuancé, qui s'éloigne progressivement de l'autocritique qu'on peut entendre souvent en lien avec l'image corporelle et qui nous permet aussi de paver la voie vers un discours qui est plus bienveillant envers soi-même. Il y a une technique qui pourrait être intéressante aussi, c'est la technique de l'ami compatissant. Si je mets en contexte, supposons que vous entendez un enfant et il se critique sévèrement par rapport à un élément de son corps. Vous pourriez lui dire, lui refléter, je trouve que tu es sévère envers toi. Si ton ami Gabriel, par exemple, tu l'entendais dire la même chose, est-ce que tu aimerais ça qu'il se dise ça? Toi, qu'est-ce que tu lui dirais à ton ami s'il se disait la même chose? Puis, est-ce qu'il y a moyen que toi aussi, tu puisses te dire cette chose-là? Est-ce que tu penses que ton ami Gabriel, lui, il serait d'accord avec ce que tu dis? Donc, des fois, d'aller chercher comment l'enfant réagirait envers l'ami et de le ramener vers lui, ça pourrait être une stratégie intéressante pour l'amener à développer l'autocompassion envers lui-même puis envers son corps. Ce que j'aime beaucoup aussi dans l'autocompassion, c'est qu'il y a une dimension d'universalité et d'humanité commune qui, appliquée à l'image corporelle, suggère que, en tant qu'être humain, on a tous des imperfections corporelles et la majorité d'entre nous, on va en vivre des insatisfactions corporelles. Donc, c'est de normaliser ça et de mentionner aussi que c'est pas parce que on a des imperfections corporelles qu'on n'est pas digne d'amour et de considération. En fait, peu importe
notre apparence, notre âge, nos attributs, on est tous dignes d'amour et de considération. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut ramener à l'enfant aussi pour développer une attitude qui est plus compatissante puis aimante envers lui-même puis en lien avec son corps. Ce qui nous amène à la prochaine section de stratégies à appliquer qui regroupe le fait de développer une relation qui est plus saine, qui est plus positive avec la nourriture. Parce que souvent, parmi les comportements de contrôle qu'on va observer chez les personnes qui ont une image corporelle négative, il y a tout le contrôle au niveau de l'alimentation et la relation plus complexe aussi qu'on va entretenir avec l'alimentation. Donc, comment favoriser une relation plus positive avec l'alimentation? Je reviens encore à la pleine conscience. C'est de manger en pleine conscience pour découvrir que le fait de manger, de s'alimenter, ça peut être une expérience sensorielle agréable. Que notre corps, en fait, il nous permet de voir les couleurs, les textures de l'assiette. Notre corps nous permet de sentir aussi les odeurs qui émergent de l'aliment, nous permet de toucher, nous permet de goûter aussi les aliments. Puis que tout ça, ça peut être une expérience très positive. Donc, tout ça, c'est des expériences sensorielles que notre corps nous permet de vivre et qui peut rendre l'alimentation plus intéressante, plus agréable. Toujours dans la même lignée de la pleine conscience. Il y a aussi le fait de prendre conscience de ces signaux de faim et aussi de satiété. Donc, par exemple, le corps peut envoyer différents signaux pour indiquer qu'on a faim. Vu qu'on connaît le plus, c'est les gargouillements, mais ça peut être aussi la fatigue, un mal de tête, une humeur un petit peu plus irritable. C'est des choses qui peuvent nous amener à prendre conscience qu'on peut avoir faim. Puis, il y a des signaux aussi de satiété, donc qui signifie qu'on n'a plus faim, que l'enfant peut identifier en pleine conscience, qui peut souvent être un sentiment de satisfaction, de confort à l'intérieur de son corps, qui suggère justement qu'on est bien rassasié. Ça peut être aussi avoir plus d'énergie. Donc, chaque signal de faim et de satiété sont différents d'un enfant à l'autre. Et ça serait aussi de demander à l'enfant au début de chaque repas, est-ce que tu as une petite, une moyenne ou une grande faim? Comme ça, l'enfant est capable de dire, en fonction de ses signaux, la quantité dont il a besoin et on lui offre cette quantité-là sans avoir à l'obliger à finir son assiette. Donc, en fonction de ce que l'enfant va répondre, vous allez pouvoir lui offrir une assiette avec la quantité de nourriture qui va être adaptée à ses besoins du moment. On évite le plus possible de catégoriser les aliments comme étant bons, mauvais, santé, cochonnerie. Par exemple, on veut que l'enfant apprenne que tous les aliments ont leur place dans l'alimentation. Ensuite de ça, tenter d'éviter d'utiliser la nourriture pour punir ou pour récompenser l'enfant. Donc, le fait de manger, c'est une action, ça répond à un besoin qui est naturel, qui est universel. On veut que ça en reste à cette fonction-là. Le fait de s'alimenter, c'est un besoin de base, c'est un besoin qui est universel. Tout le monde a besoin de manger. Donc, le moins possible, on devrait utiliser la nourriture pour récompenser ou pour punir les enfants. On veut que ça en reste à une fonction de base de réponse à un besoin. Évidemment, éviter le plus possible de parler de régime et de diète. Comme dernière stratégie dans cette grande catégorie-là, le fait de manger le plus possible en famille et d'axer sur le plaisir de manger tout le monde ensemble. Par exemple, ça pourrait être l'occasion de discuter ensemble, de prendre de nos nouvelles, donc de rendre quand même l'expérience de s'alimenter avec les autres positive. Finalement, il y a d'autres comportements aussi en tant qu'adulte que vous pouvez adopter pour accompagner votre enfant dans le développement d'une image corporelle positive. Et une chose qui est particulièrement importante, c'est que vous, en tant qu'adulte, vous êtes un modèle pour l'enfant. Vous pourriez faire plusieurs efforts conscients pour favoriser le développement corporel, le développement d'une image corporelle positive chez votre enfant. Mais si, en parallèle, votre enfant, il vous entend commenter votre propre apparence, l'apparence des autres, si votre enfant vous voit vous peser régulièrement ou vous voit régulièrement faire des régimes, des diètes, ça se peut que l'enfant, il fasse la même chose parce que vous êtes un modèle pour eux. L'enfant apprend par imitation, donc par la bande. Si vous avez des enjeux d'image corporelle, ça se peut que l'enfant développe des enjeux, lui aussi, à force de vous regarder. Donc, comme adulte, c'est très important de vous questionner par rapport à votre propre image corporelle. De vous demander, par exemple, quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez dans le miroir?
C'est quoi les émotions, les sensations, les pensées que vous avez en lien avec ce que vous voyez dans le miroir? C'est quoi la relation que vous avez avec votre propre corps, votre propre image corporelle? Donc, dépendamment des réponses qui vont émerger de ces questionnements-là, ça peut vous donner des indices sur des comportements, des attitudes à modifier progressivement de votre côté aussi pour aider l'enfant à faire en sorte qu'il développe une image corporelle plus positive. Une autre chose très importante, préparer l'enfant à la puberté. Donc, la puberté, ça amène beaucoup de changements corporels. Ça peut amener aussi une augmentation des insatisfactions corporelles parce que certains enfants pourront ne plus se reconnaître physiquement en lien avec la quantité des changements qu'ils ont eus. Le développement de chaque enfant est différent aussi, donc certains enfants pourraient avoir une puberté qui est déclenchée plus tôt, alors que d'autres enfants, leur puberté vont être déclenchées beaucoup plus tard dans l'adolescence avancée. Et tous ces changements-là et ces comparaisons sociales-là peuvent amener beaucoup d'insatisfaction corporelle aussi. Donc, c'est important, là, dès l'enfance, de commencer, dès l'enfance. On s'entend qu'ils n'ont peut-être pas pertinent de parler de ça quand l'enfant a 4 ans, là, mais mettons à partir du moment où l'enfant a 8 ans, 8-9 ans, commencer à en parler progressivement des changements corporels qui vont se passer à l'intérieur de son corps et de normaliser ça aussi, de normaliser que le cheminement, que le développement de chaque enfant aussi va être différent. Question de mieux les préparer puis de rendre ça plus facile, cette transition-là, cette transition corporelle. Ensuite de ça, d'un point de vue un petit peu plus macro-sociétal, ça serait d'instaurer dans différents milieux, votre milieu de travail, les écoles ou même dans votre famille, un code, en fait, un code de diversité corporelle, en fait, où l'image corporelle est en sécurité et libre de toute pression sociale. Puis, vous voyez sur la diapositive, il y a un exemple de code de la diversité corporelle que j'aime beaucoup, qui est disponible sur les éditions de Midi 30 et qui se lit comme suit. Les commentaires sur l'apparence et le poids sont interdits. Je ne tolère aucune intimidation en lien avec l'apparence autour de moi. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'intimidation en lien avec le poids, c'est une des principales causes d'intimidation dans les écoles et les conséquences que ça laisse dans la vie de la personne victime d'intimidation peuvent perdurer très longtemps dans le temps et avoir des conséquences vraiment néfastes. Donc, si vous êtes, une petite parenthèse, si vous êtes témoin victime d'intimidation, que ce soit en lien avec le poids ou en lien avec tout autre élément, bien, c'est important d'agir, de dénoncer afin que ça n'arrive plus dans les écoles. Donc ça, c'est un exemple de règle qu'on peut mettre dans le code de la diversité corporelle, ne plus tolérer l'intimidation. J'accepte mon corps tel qu'il est. J'affirme qui je suis par mes forces, mes talents et mes réalisations et non pour mon image corporelle. Je respecte les corps des autres et leurs différences. Tous les corps sont beaux. C'est un exemple de code de la diversité corporelle que vous pourriez instaurer dans vos milieux. Donc, on a visité plusieurs outils dans les dernières minutes. Comme je l'ai mentionné, c'est tous des outils qui vont être disponibles dans le guide de référence sur l'image corporelle des enfants. Vous avez une image justement de à quoi ressemble le guide. Ce que j'aime beaucoup avec ce guide, c'est que ça reprend aussi les définitions de l'image corporelle. Comment identifier l'image corporelle négative chez les enfants. Ça regroupe les stratégies que je vous ai énumérées aussi, mais ça regroupe aussi plusieurs ressources comme des livres adressés à la population générale, des livres adressés aux professionnels qui parlent des éléments que j'ai abordés avec vous, si jamais vous voulez aller plus loin. Ça regroupe même des histoires de la littérature jeunesse, des histoires à raconter aux enfants qui parlent de ces thèmes-là aussi, qui sont super intéressants. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous référer à ce guide-là. Donc, en conclusion, ce que je souhaiterais que vous reteniez de cette présentation-là, c'est que c'est correct d'avoir des insatisfactions corporelles. Tout le monde en a et ça ne nous empêche pas nécessairement d'avoir une image corporelle qui est positive. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'image corporelle, ça se développe vraiment tôt dans le développement. Donc, l'idéal, c'est d'intervenir tôt, mais il n'est jamais trop tard non plus
pour commencer à favoriser le développement d'une image corporelle chez les enfants. Une image corporelle positive chez les enfants, c'est vraiment le plus beau cadeau, un des plus beaux cadeaux qu'on peut leur offrir parce qu'on habite constamment notre corps, on est toujours à l'intérieur de notre corps, on le côtoie de manière quotidienne. Alors, autant bien apprendre à l'aimer, puis à l'accepter, puis à apprendre à vivre avec. Donc, somme toute, j'espère que cette présentation-là vous a plu, puis que vous aviez pu y retrouver des réponses à vos questionnements. Je vous souhaite une belle continuité dans l'accompagnement de vos enfants, dans le développement d'une image corporelle positive et qui sait peut-être dans la vôtre aussi. T'as-tu de l'allure? C'est fini? C'est fini? Ah non, c'est pas fini. Bye bye. Là, c'est vraiment fini.